moi, c'est Jolan Samper-Bidégori et je suis intervenant dans votre secteur et je suis basé à Paris de mon côté. Et j'interviens pour certains acteurs importants, disons, de votre secteur d'activité. Philippe Richard, basé à Nantes, Syndex Nantes. Donc, on est, nous, régionalement, présents à la fois à Nantes, Angers, mais j'ai eu l'occasion dans mon parcours d'être également en Bretagne, à Rennes, Quimper et à Bordeaux. Et une des particularités de notre cabinet, c'est d'essayer d'être en proximité avec des agences sur les différents territoires de la France. Voilà. Moi, c'est Guy. Merci Philippe pour le passage de témoin. Guy Delatour, je suis basé à Troyes, en Champagne-Ardenne. Je suis délégué syndical central de Foondever, ex-Citel France, un des acteurs majeurs du secteur. Et donc voilà, j'occupe ce mandat national depuis quelques années maintenant. Et puis également, j'interviens sur les prestataires de services sur ma région et les 4 départements de Champagne-Ardenne, les plus beaux de France, évidemment. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les conséquences des évolutions récentes de votre secteur, dans votre secteur d'activité. D'un secteur qui bouge beaucoup, et ça, on va le voir justement en tout premier lieu. Alors, comment est-ce que la présentation va se passer? On va faire environ une demi-heure de présentation. Durant cette demi-heure, on va vous présenter, on va juste recontextualiser la gestion externalisée de la relation client, de quoi est-ce qu'on parle. On va vous parler du marché, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau du marché mondial, au niveau du marché français, quels sont les grands enjeux, qu'est-ce qui se passe, et surtout, et le plus important, quels sont les enjeux, les conséquences qui en découlent pour vous, vous salariés, mais vous aussi élus. Passé cette demi-heure de présentation, on aura un temps d'échange d'environ voilà, jusqu'à midi. Un temps d'échange où on répondra à vos questions, on pourra également prendre des témoignages si voilà, vous voulez rebondir sur ce qu'on dit. Et donc à midi, ce sera la fin du webinaire. Alors, j'entame tout de suite sur juste une rapide recontextualisation. Qu'est-ce que c'est la gestion externalisée de la relation client? Alors, le marché, donc cette activité, en fait, c'est une activité qui est récente et qui a été bouleversée par beaucoup d'avancées. Je ne vais pas vous lire chaque point de la frise. Vous aurez encore une fois le webinaire et le support. Ce qui est important, c'est que vous avez été bousculé par plusieurs avancées technologiques, enfin avancées, oui et non, mais en tout cas, changements. En tout premier lieu, l'automatisation, c'est quelque chose qui a démarré dès les années 70 et qui continue en fait aujourd'hui. On le voit encore avec l'intelligence artificielle. C'est de plus en plus de tâches sont automatisées dans votre métier. Le deuxième grand bouleversement, c'est l'offshoreisation. C'est-à-dire que l'offshoreisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'avoir des téléconseillers qui ne sont pas situés dans le pays où sont situés les clients ou les usagers qui les contactent. Et c'est une pratique qu'on voit de plus en plus. Évidemment qu'elle se fait pour des raisons économiques avant tout. Et le dernier grand bousculement auquel vous avez fait face, il a débarré fin 2000, enfin début 2000 et il est encore en cours aujourd'hui, c'est la diversification des communications et surtout l'essor des réseaux sociaux, qui a une vraie conséquence directe pour vous, hein, qui est déjà des modes de communication très différents, l'émergence de nouvelles activités également, et même un autre rapport entre l'usager et les donneurs d'ordre. Alors certes, il y a beaucoup d'évolutions, mais le cœur de métier, lui, il ne bouge pas. C'est-à-dire que finalement, la relation entre le donneur d'ordre, vous, le centre de contact, et l'usager, client final, elle est peu ou prou la même. C'est le donneur d'ordre qui fixe d'un côté les objectifs, les attentes, les critères de contrôle de la qualité et de la performance. Les centres de contact, ceux qui font l'interface entre donneur d'ordre et usager. Et l'usager, c'est lui qui interagit avec vous lorsqu'il souhaite interagir avec le donneur d'ordre. Ça, c'est le cœur de la relation. Et en réalité, ça ne bouge pas. Donc, en soi, il y a des évolutions, mais le cœur du métier, lui, ne bouge pas. Sur le marché. Alors, concernant le marché, on va commencer par le marché mondial, qui a des répercussions dans notre marché national. On va le voir juste après. Le marché mondial, c'est un marché qui est en pleine hausse. Vous voyez ici
sur le graphique de droite. Aujourd'hui, c'est un marché qu'on estime à peu près à 110 milliards de dollars, la gestion externalisée de la relation client. C'est un marché qui est en forte hausse, puisqu'il y a encore 4 ans, il était aux alentours des 86-88 milliards de dollars. Et donc, cette forte hausse, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient en fait du taux d'externalisation de la relation client. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart de la relation client, elle n'est pas externalisée aujourd'hui. Votre boulanger, il n'externalise pas sa relation client, il l'a fait lui-même. Nous, Syndex, on ne l'externalise pas non plus. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'externalisent pas. Mais il y a une partie d'entreprises qui l'externalisent. Et cette partie, elle est en hausse en fait chaque année. Il y a 10 ans, c'était une entreprise sur 5. Maintenant, on approche d'une entreprise sur 3 et ça va aller de plus en plus loin. Et surtout, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que, je parle d'entreprise, mais il y a de plus en plus de services publics qui désormais font également appel à vous. Vous le savez déjà dans vos métiers, mais ça se voit de plus en plus. Alors, ce graphique, il est compliqué, donc je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui est important à regarder ici. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de commencer par la droite. Ce qu'on voit, c'est le gâteau du marché. En fait, on a vu la taille du gâteau avant. Là, maintenant, c'est la taille des parts de chaque acteur. Et on voit en fait que dans ce gâteau, les 8 principaux acteurs, les 8 plus gros mangeurs, finalement, ils n'occupent qu'un quart du marché. Ce qui veut dire que le marché, en réalité, il est constitué d'une multitude d'acteurs. Même là, ce que vous voyez sur le tableau de gauche, sur lequel je vais passer juste après, ce ne sont qu'une petite portion des acteurs. C'est vraiment un marché avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs au niveau mondial. Ce que vous voyez à gauche, ce qu'il faut en retenir, en fait, donc c'est une ligne, un acteur, et c'est une colonne, une zone géographique. APAC, ça veut dire Asie et Pacifique. AM, ça veut dire les Amériques, du Nord et du Sud. Et EMEA, ça veut dire Europe et Moyen-Orient. Et Afrique, bien sûr. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de la présence d'un acteur, il est plus ou moins rouge foncé sur la grille. Mais ce qu'il faut retenir et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a très peu d'acteurs qui sont présents sur toutes les zones. On en a quelques-uns en début, donc Téléperformance, Concentrix, Fundever, TTEC, Webhelp, mais déjà qui sont leaders sur toutes les zones, en réalité, il n'y en a que 2 actuellement, Téléperformance et Concentrix. Ce qui va changer bientôt, parce qu'il y a des fusions. On va le voir juste après, puisque certes, c'est un marché qui est très fragmenté, qui est très divisé, qui est très régionalisé. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont que sur une seule zone, mais il tend petit à petit à se concentrer de plus en plus. Cette concentration-là, elle s'est accélérée dernièrement, en 2023, puisqu'il y a 2 acteurs majeurs, le numéro 2 et le numéro 3, Webhelp et Concentrix, qui vont fusionner. Ils l'ont annoncé là en mars. Et il y a le numéro 1 et le numéro 6, Téléperformance et Majorel. Quand je dis numéro, c'est en fonction du chiffre d'affaires, qui vont également fusionner. Je ne vais pas revenir sur les détails de ces fusions, mais juste, ça montre un peu le sens de l'histoire. Les 2, d'ailleurs, vont avoir des conséquences en France. Concentrix Webhelp un petit peu moins, puisque Concentrix n'est pas très présent en France. Mais Téléperformance Majorel va avoir un gros impact, puisque aussi bien Téléperformance que Majorel sont des acteurs majeurs en France. Donc, ça va impliquer des fusions, peut-être des déménagements, peut-être des aménagements de sites, etc. Alors, une autre dynamique qu'on voit au niveau mondial, qui a des répercussions au niveau français, mais moins tout de même, on en parlera ensemble après, si vous, c'est quelque chose que vous avez dans votre, voilà, dans votre quotidien, c'est la modération de contenu, qui est un marché qui se développe de plus en plus chaque année. En moyenne, une croissance de 20% par an. Quand on parle de modération de contenu, on parle de toutes les modérations, de tous les contenus, bien sûr, mais en réalité, celle où il y a le plus de demandes, c'est pour du contenu vidéo et du contenu photo. Et donc, c'est là où il y a une très, très forte croissance. Comme vous pouvez le voir à gauche, vous devez reconnaître quelques noms, Téléperformance, Majorel, Concentrix, mais il y en a certains que vous ne devez pas forcément reconnaître dans votre marché. C'est normal, c'est parce que ce n'est pas un marché dans lequel il n'y a que vous. C'est un marché sur lequel il y a également d'autres acteurs. Il y a Accenture, qui est un acteur vraiment majeur dans ce secteur-là. Donc, c'est un marché où vous êtes concurrencé par d'autres acteurs, mais c'est un vrai relais de croissance. Et en même temps, c'est également un secteur où il y a de l'inquiétude, puisque c'est un secteur où l'intelligence artificielle progresse très, très vite, ce qui entraîne des risques, bien sûr, pour la pérennité des emplois qu'on engage dans cette activité.
Alors, maintenant, le marché français. Le marché français, il est intéressant parce qu'il diffère du marché mondial sur certains points. L'un d'entre eux, c'est qu'il est porté par l'offshore. Ça, au niveau mondial, on n'a pas forcément l'information, mais surtout, il est très concentré. Alors, vous le voyez, il est en plein essor lui aussi, moins que le marché mondial. C'est normal, puisqu'on est passé à 3, donc c'est M euros, c'est milliards enfin, c'est millions d'euros. Donc, on est passé de 3 000 millions, donc 3 milliards d'euros en 2021. On partait quand même d'assez loin, on partait de 2,2 milliards il y a encore 10 ans. Donc, c'est quand même un essor assez important et assez rapide auquel on assiste d'année en année. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que la part des 5 plus gros acteurs, elle est très importante. Au niveau mondial, vous l'aviez vu, les 8 premiers, ils avaient un quart. Au niveau français, les 5 premiers, donc même pas les 8 premiers, les 5 premiers, ils ont la main sur 60% du marché. C'est une part qui grossit d'année en année. On partait de 50% il y a encore 7 ans. Désormais, on frôle les 2 tiers petit à petit. Alors, pour vous donner rapidement un aperçu de qui est-ce qu'on parle. On parle donc Webhelp, Majorel, Comdata, Téléperformance, Fondever, Intelsia. Ce sont des acteurs qui ont de l'importance sur le sol français, on le voit, parce que c'est eux qui possèdent la majorité des parts de marché en France. C'est Webhelp en premier, Majorel en deuxième, etc. Mais ce sont des acteurs aussi importants au niveau mondial. Téléperformance, leader mondial, on l'a vu. Webhelp, second mondial. Sitel, troisième mondial. Voilà, ce sont les acteurs essentiels sur le marché mondial, mais qui ont également une forte importance en France. La taille des bulles que vous voyez, qu'est-ce que c'est? La taille des bulles, c'est le nombre de positions en France. Ce qui soulève une question. Comment est-ce qu'un acteur comme Webhelp, qui a moins de positions que Comdata, peut avoir plus de parts de marché? La réponse, elle est simple, c'est l'offshore. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chiffres d'affaires, mais vous le voyez, ça aussi, vous, en tant qu'élu, dans le reporting qu'on vous donne, il y a de plus en plus de chiffre d'affaires qui est fait à l'offshore, qui est fait sur le marché français, mais pas grâce aux positions et pas grâce aux salariés en France. Et surtout, il y a un point de bascule qui s'est fait cette année. Ce point de bascule, c'est qu'il y a désormais plus de chiffre d'affaires qui est réalisé en offshore qu'en France. C'est le point de bascule qui s'est fait en 2021. Vous le voyez à droite. Sur l'offshore, peut-être que je ne sais pas si Guy, tu as une expérience à partager du fait de ton expérience au sein même de ton entreprise. Oui, tout à fait, Jolane, tu me voyais acquiescer. Effectivement, ça se vérifie, cette tendance qui s'est encore accélérée davantage sur les dernières années, et notamment les 24 derniers mois encore plus, à l'offshoreisation, et forcément offshoreisation et nearshore avec le Portugal notamment. Clairement, je le constate évidemment aussi dans mon groupe avec des politiques et des modèles économiques qui s'orientent vers du French market speaking, où on propose en tout cas aux clients donneurs d'ordre une offre globale, avec évidemment en intégrant les sites et les positions offshore, forcément pour aller chercher et du chiffre d'affaires en plus, et puis évidemment quelques points d'EBITDA en plus. Et clairement, on sent cette tendance en tout cas sur les gros acteurs, clairement. Et est-ce que du coup, en interne, vous observez que ça a un impact sur les créations de postes, c'est-à-dire qu'il y a moins de postes qui est créé chez vous, ou non, vous continuez quand même de croître au niveau Alors, français? on pressent ça. On est encore, on va dire qu'on n'est pas encore dans la machine à laver de cette restructuration du management, et notamment des fonctions en fait qui pilotent les activités de production. Je pense évidemment à tout ce qui est planification, planifestat, tout ce qui est département IT, mais on sent bien évidemment que on est dans un point de bascule. J'ai le mot sous les yeux, mais c'est vraiment ça. Même sur ces fonctions, enfin, sur ces
cette structuration et clairement, enfin voilà, elle commence à pointer le bout de son nez et ses impacts commencent à se ressentir. Ouais. Pourquoi je demandais? Parce que justement, on va le voir. Donc, alors, juste avant, de quoi est-ce qu'on parle? C'est vrai qu'on a dit nearshore, offshore. Quand on parle de nearshore, pour faire simple, c'est l'Europe. Quand on parle de offshore 1, c'est le Maghreb. Quand on parle de offshore 2, c'est l'Afrique subsaharienne. Et offshore 3, c'est le reste. Pour la France, le reste, généralement, c'est Madagascar, l'île Maurice. On peut avoir l'Inde, mais dans des mesures beaucoup plus, beaucoup plus faibles. Alors, pourquoi je demandais justement à Guy l'impact que ça avait peut-être en interne? Parce que nous, on voit au niveau macro, on ne voit pas au niveau au vôtre ce qui se passe. Au niveau macro, on voit bien que l'emploi en France, vous voyez à gauche, il stagne, voire il descend. Ce que vous voyez, en fait, c'est la part de l'emploi qui est en France. Donc, il y a de plus en plus de création d'emplois dans ce secteur-là parce que c'est un secteur en croissance, mais la part des Français, elle descend puisque finalement, le nombre de salariés baisse. Et où est-ce qu'on recrute? On recrute dans l'offshore, dans le nearshore, etc. Donc, on voit bien que l'emploi français, il stagne, voire même il descend. À côté, on voit que c'est également le cas de l'offshore 1, qui devient presque trop cher quelque part. Et par contre, on voit que c'est l'offshore 2 et 3 qui sont les plus éloignés, donc les moins chers, donc les plus rentables, qui ont le plus d'essor et qui créent en fait le plus d'emplois. C'est de l'emploi qui est créé, mais il n'est pas créé ici. Sur justement l'offshore, c'est pour montrer une petite état des lieux, parce que tout le monde n'est pas égaux en termes d'offshore. Il y en a qui sont des professionnels de l'offshore, comme Tessie ou Intelsia ou même Webhelp, qui font la majorité de leur activité en offshore. Et on a des acteurs qui sont beaucoup plus, qui opèrent beaucoup plus grâce à la main-d'œuvre en France. Et donc, c'est le cas de Coriolis ou d'Armatis. Donc, ce que vous voyez, déjà, c'est intéressant de voir la répartition. On voit que majoritairement, il y a plus des offshoreiseurs, des acteurs qui travaillent grâce à leur filiale à l'étranger. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la progression. Vous voyez Intelsia à droite, plus 7 points, Webhelp, plus 7 points. C'est-à-dire qu'en un an, ils ont augmenté la part d'offshore dans leur activité. Téléperformance, pour le coup, assez peu. Majorel, beaucoup. Donc, c'est quelque chose ça a un vrai impact. Ça se voit directement pour vous dans vos métiers. Et on va le voir, ça crée directement des tensions, des enjeux en rémunération, en plein de choses. Donc, je vais passer la parole d'ailleurs à mon collègue à ce sujet-là. Voilà, pour vous évoquer maintenant les problématiques sociales de ce secteur, après avoir fait un petit tour d'horizon rapide sur la partie économique. Alors, dans cette partie-là, on va vous parler de deux éléments majeurs qui caractérisent le secteur des centres de contact. Et puis, on va aller sur deux focus qui, pour nous, nécessitent des points de vigilance de la part des IRP. Sur lesquels on va revenir, donc le télétravail et les activités de modération. Alors, concernant d'abord les deux faits majeurs sociaux qui caractérisent ce secteur, on a d'une part, alors j'essaye de passer à la page suivante, Jolan. J'y passe moi en attendant et je te donne le contrôle. Normalement, tu l'as déjà. Mais j'y passe moi. Alors, le premier élément, c'est un secteur marqué par des rémunérations peu élevées. On a en fait une rémunération moyenne qui est un peu au-dessus du SMIC, qui a une tendance, et c'est une vraie question sur 2022-2023, avec l'évolution du SMIC, de l'évolution globale de la rémunération du coup des conseillers clients. Avec de notre analyse, nous, ce qu'on en tire, c'est qu'on a beaucoup de conseillers clients qui sont au niveau du SMIC ou très proches du SMIC en termes de salaire de base. Et en fait, la différence, elle se fait sur les primes, avec deux types de primes. Pour faire simple, ce sont les primes dites un peu de qualité, de suivi du travail fait, et on y reviendra sur la surveillance derrière que ça induit.
Et puis également des primes de vente. Lorsqu'on est sur des conseillers clients qui ont une offre de vente à proposer et où là, on peut se retrouver avec des niveaux de primes plus élevés et qui peuvent d'ailleurs faire monter les moyennes qui sont celles que vous avez sous les yeux, où on se retrouve avec un niveau de prime autour de 220 euros par mois, mais avec vraisemblablement de grands écarts selon le secteur dans lequel vous êtes, enfin pour lequel vous travaillez en tant que conseiller client. Et puis la question, vous avez le SMIC ici à 1 590 euros brut en 2021. Aujourd'hui, on est à 1 747 euros depuis le mois dernier, le mois de mai 2023. Donc un écart important avec cette question des primes, quelle évolution et quelle perspective dans ce secteur. Alors, l'autre élément important qui caractérise ce secteur, ce sont les conditions de travail difficiles de ce secteur et les deux faisant, rémunération modeste et conditions de travail difficiles, génèrent des taux de turnover élevés. On a des données dans les différentes entreprises où on a des taux de départ très importants et donc aussi des taux de réembauche, d'embauche à côté importants. Et on pourra revenir, c'est un des points effectivement qui caractérise ce secteur-là. Alors, des conditions de travail difficiles à plusieurs titres, à la fois en termes physiques, où il y a des atteintes auditives, pathologie de la voix, donc c'est l'écoute, c'est le parler, c'est la fatigue visuelle liée au travail sur écran. Ça peut être aussi des troubles musculo-squelettiques avec un travail qui est statique et qui est répétitif en termes de vécu, de poste de travail proprement dit. Ça, c'est un premier ensemble. Et puis, il y a une autre partie qu'il ne faut pas négliger, tout ce qui est stress, fatigue, anxiété, troubles psychologiques, et qui est lié à deux phénomènes, en fait, qui sont très différents. Le premier, c'est les violences verbales reçues par les conseillers clients, puisque, alors, c'est encore pire dans les appels sortants, mais qui sont mineurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 15% d'appels sortants. Le conseiller client qui va appeler des personnes, mais qui peut du coup se confronter à des personnes qui ne souhaitent pas ces appels-là. Et puis, vous avez la majorité, les 85 autres pourcents, on est sur de l'appel entrant. Pour la partie, en tout cas, que ce soit appel téléphonique ou d'autres types d'appels, qui peut être messagerie, qui peut être donc en Internet en général, mais où il y a des appels entrants, mais de personnes qui sont a priori mécontents, qui viennent, alors pas toujours, selon les secteurs d'activité sur lesquels opèrent les conseillers clients, mais ils ont en face généralement des personnes qui interpellent avec des personnes mécontentes et donc une violence qui peut être verbale, soit écrite, soit orale, face à eux. Et puis une situation de travail où finalement dans un collectif qui est généralement ouvert physiquement, il y a un travail qui est en fait isolé puisqu'on est seul face aux clients et souvent face au management. Et donc là, il y a aussi une vraie problématique de conditions de travail avec cet enjeu. Alors, sur deux autres thèmes, nous souhaitions vous faire un focus sur le télétravail. Alors, le télétravail qui a pris depuis la crise sanitaire Covid-19 une réelle ampleur. Vous voyez que les données avant crise Covid, c'était en France 1% de télétravail en nombre d'heures. Et aujourd'hui, en 2021, les derniers chiffres que l'on a, on est quasiment à moitié-moitié entre télétravail et travail sur site. On voit que la tendance mondiale était un peu plus forte au niveau télétravail dans le monde, c'était 5%, mais ça restait marginal. Et on a en fait eu une croissance très importante en 2020, une tendance qui est plutôt à la baisse à terme, mais qui reste relativement importante.
Et dans ce télétravail, pour nous, il y a deux problématiques différentes. C'est un télétravail qui peut être à un moment donné, sur un nombre de jours dans la semaine donnée, et qui est souvent vécu par les salariés comme un vrai plus. C'est dire 1 à 2 fois par semaine, j'ai le droit de travailler à domicile. Et puis, il y a un autre phénomène que l'on observe qui est mis en place pour capter des nouvelles potentiels d'embauche. C'est dans le monde rural de proposer un télétravail à 100% sur des sites donc autres, enfin chez eux, à l'écart des sites des centres de contact. Et donc là, on est sur un télétravail à 100% qui est proposé, avec un enjeu de dire dans pas mal de centres de contact, il y a une difficulté de recrutement, il y a un taux de départ important, et on s'ouvre à d'autres potentiels de profils, et d'ailleurs des profils qui peuvent être pour les centres de contact plus stables, c'est-à-dire moins de jeunes, mais plutôt des personnes plus en milieu de carrière et qui ont un ancrage territorial et donc, a priori, pourraient être plus fidèles au centre de contact que des plus jeunes qui viennent 1 an, 2 ans, 3 ans dans les centres de contact pour gagner un peu leur vie, rentrer sur le marché du travail et ne souhaitent pas forcément, pour une partie d'entre eux, rester au sein d'un centre de contact. Et ce télétravail, évidemment, il est vécu différemment quand on est à 100% ou sur un temps plus partiel. Dans tous les cas, on invite, nous, alors j'essaye, voilà, on invite à prendre en compte tous les risques liés au télétravail. Alors évidemment, ces risques-là, ils dépendent du temps de télétravail. Si c'est 1 journée par semaine ou 5 jours sur 5 dans la semaine, évidemment, on n'est pas sur le même type de risque. Mais on note qu'en fait, le télétravail peut renforcer certains risques à la fois existants et peut en révéler de nouveaux. On a notamment, en fait, comme risque existant, c'est avec le management, avec les collègues, une distanciation qui génère un autre mode relationnel et qui peut être souvent plus autoritaire, puisqu'on passe par des écrits, par des visios, et on a à la fois du côté management un souhait de contrôler les salariés qui sont en télétravail, mais en mode aussi relationnel, d'être sur un mode plus autoritaire. Il peut y avoir aussi un environnement inadapté, c'est-à-dire ce qui est proposé en termes de cadre de travail dans les domiciles des personnes ne pas être adapté et se trouver avec des perturbations internes, des enfants, des contingences. C'est aussi une réduction des temps informels qui font partie évidemment de la vie du travail et qui sont réduites sur ces moments-là. Et donc, on a différents thèmes sur lesquels les représentants du personnel doivent aussi veiller à ce que les conditions, le matériel mis en place, mais l'environnement soient bien adaptés et qu'on ne se retrouve pas dans finalement une situation qui serait pire que celle qui peut être souhaitée par certains salariés d'être en télétravail partiellement, voire pour quelques-uns totalement. D'autant que on relève cette tentation au niveau direction de l'employeur d'une surveillance. Alors la surveillance est déjà une vraie réalité dans les centres de contact. Un poste de conseiller client a un grand nombre d'outils de suivi aujourd'hui, des suivis de l'activité en ligne avec son ordinateur, des enregistrements possibles, il y a des captures d'écran, Keylogger, qui est une capture, un suivi de clavier. Il existe un certain nombre d'outils qui sont mis en place pour les conseillers clients. Nous, on interpelle sur le fait que ces outils ne doivent pas, le télétravail ne doit pas être l'occasion de renforcer encore davantage ces outils de surveillance qui sont déjà
important, prégnant, présent dans le secteur des centres de contact. J'en profite, Guy, du coup, est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà été consulté pour ce type de dispositif de surveillance salariée qui a été mis en place? Et d'ailleurs, en général, je ne sais pas comment est-ce que le télétravail a été mis en place chez vous. Est-ce que c'est fait enfin, Ouais, ouais. en accord avec vous, disons? Est-ce que vous avez été impliqué dans cette démarche? Alors, impliqué, oui. Dès avril 2020, en tout cas, nous, on a demandé rapidement à ce qu'il y ait un accord de négocier, même à distance. Puis, il a été au moins cadré, un accord à durée déterminée pour un petit peu encadrer le départ, si je puis dire, parce que ça a quand même été du 360 dans notre secteur. Et puis ensuite, enrichi avec un deuxième avenant à l'accord télétravail dans le groupe en 2021. En 2022, pardon, excusez-moi. C'était d'ailleurs le premier accord télétravail dans le secteur pour un gros acteur chez Foondever. Oui, je Sur la voudrais revenir surveillance? un petit peu sur la surveillance et puis sur tout ce que ça induit en termes d'impact, le télétravail. Alors évidemment que ça reste quelque chose qui a été très, très bien accueilli par les salariés du secteur. C'est une évidence. Maintenant, on a eu quand même quelques cas qui restent évidemment pas très, très minoritaires, mais qui sont quand même présents et qui faut faire attention sur l'aspect isolé, où on a des salariés quand même qui ont été mis en difficulté. Et puis sur la surveillance, alors la consultation, oui, on a été associé en tout cas et informé sur les autorisations, enfin les mises en place pardon, des outils de surveillance qui sont à la disposition de l'ensemble de l'encadrement. Maintenant, il y a quand même un espèce de flou, en tout cas sur l'aspect quelles demandes ont été faites. Est-ce que les outils qui sont en place dans le groupe ont eu les validations nécessaires des organismes type CNIL, RGPD, etc. Ça, c'est une question qui reste un petit peu en suspens sur lesquelles les interlocuteurs, en tout cas, et les directions répondent, mais de façon partielle. Voilà, où clairement, on s'interroge sur cet aspect. Est-ce que les outils sont soumis Les outils sont soumis aux organismes. Et puis, le télétravail aussi, au-delà de tout ce que Philippe a évoqué comme impact et comme risque plutôt, notamment voilà, de cadence, d'isolation, de TMS, c'est la gestion du télétravail par l'encadrement qui, petit à petit, on commence à le voir, est utilisé sous forme de sanction. Quelqu'un qui, au bout d'un moment, baisse en termes de productivité, et ça arrive sur l'année, on n'est pas toujours à 100%, évidemment, il a un petit coup de moins bien qui n'est pas toujours très important en termes de production, voilà, un peu moins de qualité ou un peu moins de quantité sur la prise d'appel ou le traitement de tickets, mais qui n'est pas toujours très, très significatif en termes de baisse. On utilise voilà, ce levier de retour sur site voilà, pour manager. Et ça, nous, on est très vigilants là-dessus actuellement, et on va l'être encore plus dans les mois à venir, parce que on a fait en sorte d'avoir justement dans l'accord d'entreprise, le dernier accord d'entreprise, une obligation pour l'employeur de former ses managers à la gestion du télétravail et des chargés de clientèle en télétravail, parce qu'évidemment, ça ne se gère pas de la même façon en tant que manager lorsqu'on a du présentiel ou du télétravail, et donc on va être assez vigilant là-dessus. Voilà. Donc la surveillance, ça reste un point où je pense les équipes d'entreprise et les élus doivent mettre le sujet dans les discussions pour encadrer tout ça, parce que voilà, le risque zéro n'existe pas d'avoir une surveillance accrue et qui déborde un peu. Alors, dernier point sur lequel on souhaitait faire un petit focus. Tout à l'heure, Jolan a évoqué la diversification. Alors, la diversification,
elle est déjà en place depuis longtemps, à la fois sur les secteurs d'activité sur lesquels sont les conseillers clients. Il y a eu les technos avec beaucoup les téléphones mobiles, il y a eu l'énergie qui a pris un essor, et puis on va aujourd'hui vers l'assurance, la banque, et un contenu différent entre le téléphone et une diversification vers les outils aujourd'hui liés à Internet, à la fois la messagerie, mais aussi des échanges en direct sur les sites, etc. Et il y a cette nouvelle activité de modération qui prend un essor et qu'on souhaitait évoquer rapidement avec vous. Et là aussi, pour un point de vigilance pour les IRP, c'est cette activité de modération qui prend une place croissante et qui doit, si elle doit s'intégrer dans les activités de vos centres de contact, d'être vigilant sur cette mise en place, sur les contenus et le suivi des salariés en question, puisqu'il y a un retour de plus en plus, enfin négatif, qui peut être en tout cas négatif par rapport à différentes conséquences qui sont dénoncées aujourd'hui d'un syndrome post-traumatique, lié au contenu qui est modéré, avec des images, notamment des vidéos extrêmement difficiles à regarder, avec un stress qui est lié au rythme et aux objectifs, un niveau quantitatif de modération qui peut être important. Donc là aussi, c'est un point de vigilance. Et puis, un trouble lié à une répétitivité des tâches qui doit aussi être suivi pour que les conditions de travail soient correctes pour les salariés. Et donc de tout ça, et on en termine là pour prendre un petit temps ensemble d'échanges, de remarques, de témoignages éventuellement des uns ou des autres par rapport à ce que eux vivent dans leur centre de contact. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du monde, au niveau mondial, on a bien un marché de relations externalisées qui va continuer sa croissance d'un côté, puisque de plus en plus d'entreprises externalisent cette relation client et donc la confient à des spécialistes qui sont les centres de contact. Et c'est aussi un marché qui va se consolider, où on a des acteurs, le processus est déjà en marche, où on a les fusions évoquées tout à l'heure qui s'opèrent les unes après les autres et qui font que les acteurs ont tendance à grossir à la fois sur leur zone territoriale, mais souvent aussi avec une ouverture dans différents pays. Sur le marché français, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ce marché, en France, il va continuer de croître, il va suivre cette tendance-là, mais que cette tendance, elle va être surtout via l'offshore. On va avoir la poursuite du développement de l'offshore, et d'ailleurs plutôt un deuxième niveau et troisième plutôt qu'un premier. Là aussi, il y a une tendance à l'éloignement, c'est-à-dire que un offshore croissant est de plus en plus éloigné, mais pour la France, évidemment, via des pays francophones. Et on a plutôt une stabilité de ce qu'on voit les 10 dernières années en termes de chiffre d'affaires au niveau réalisé par des sites français, que ça devrait stagner, voire baisser, et une possibilité de diminution d'emplois en France. La diversification, elle va se poursuivre, l'assurance, les banques, différents nouveaux services, et aussi, on l'a évoqué, la modération de contenu. Et enfin, le télétravail, qui va devenir en partie un mode de travail pour l'ensemble des salariés, avec des temps partiellement en télétravail, et souvent, tu le disais, Guy, vécu très positivement par les salariés, il y a une vraie demande, mais aussi avec cette question d'un télétravail à 100% pour certains salariés, et qui, là, nécessite une vigilance de la part des représentants du personnel. Voilà un petit peu les différents thèmes que l'on souhaitait évoquer avec vous très rapidement, et s'il y a des questions ou d'éventuelles interventions, je vous laisse la parole. J'en profite, je vous projette aussi ici, vous l'aurez dans la présentation, mais nos coordonnées, on en reparlera après. Mais n'hésitez pas à l'avenir aussi à nous solliciter s'il y a la moindre question. Il y a également les coordonnées de notre collègue Faisal Zarouk, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui intervient beaucoup sur ce secteur. Je vois que Anousson, je ne sais pas le prononcer, je suis désolé si jamais je l'écorche, mais souhaitait également intervenir. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui.
Oui, bonjour. Donc, je suis Alunson. Je suis délégué syndical central adjoint au sein. Je sais qu'il ne faut pas l'écrire sur le chat, mais là, ça ne me dérange pas de le dire parce que je travaille au sein de Comdata qui s'est fait racheter par Connecta en octobre Mhm. 2022. J'en profite pour vous dire que nous avons travaillé avec les équipes de FESAL justement l'année dernière sur l'information en vue de la consultation sur la situation économique et financière, et c'était au moment de la fusion. Donc, ça nous a permis d'analyser effectivement les conséquences sur cette fusion avec Connecta. Et ce rapport nous a permis effectivement d'éclairer certaines zones d'ombre, que ce soit sur d'un point de vue économique, financier, sociétal, social, les éventuels doublons, les relations capitalistiques, puisque maintenant c'est le top, il est devenu le 6e acteur mondial, Connecta, espagnol. Et on a vu effectivement une mutation qui s'est opérée sur ce sujet-là. Et je voulais aussi inciter, du coup, c'est important effectivement de se faire assister par des cabinets d'expertise dans ce type de situation, parce que vous êtes des sachants, vous avez un périmètre d'expertise assez important. Et lorsqu'on parle de gros acteurs du secteur, sur plusieurs pays, c'est très intéressant pour les représentants français d'être assistés par votre biais. Une fois que j'ai dit ça, je confirme tout ce qui a été dit et je partage l'analyse également. Je me permets de te tutoyer de Guy, puisqu'on vit exactement la même chose. Nous avons cette année eu les orientations stratégiques et on nous a indiqué ce que vous disiez dans vos slides sur les projections 2023-2024, c'est-à-dire qu'on a une tendance à l'offshoreisation 3 plutôt, qui est effectivement encore à bas coût, qui s'accélère. On considère que les appels, comme on dit, à faible valeur ajoutée sont redirigés là-bas. On considère aussi que maintenant la qualité des appels traités par ces agents est de bonne qualité. Et effectivement, lorsqu'un client donneur d'ordre est approché, on lui propose effectivement, comme le disait Guy, un panel global. Et nous, il nous est arrivé que des gros clients, surtout dans l'énergie, avec la crise qu'on connaît, donc Total, pour ne pas le citer, a effectivement décidé de passer de la France métropolitaine à Madagascar pour des considérations de coûts et effectivement certains collectifs de travail, parce que dans les négociations, ça se fait assez rapidement et le collectif de travail n'a pas le temps de se réorganiser. Du coup, ça génère des tensions au sein des centres d'appel. Donc ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. S'agissant du télétravail, c'est un peu le même constat que Guy, c'est-à-dire que dans la grande majorité, c'est un mode de fonctionnement qui n'était pas connu des Français. Donc, ils sont en train de le découvrir. Il y a des avantages et des inconvénients pour l'instant, parce qu'on est encore sur un temps court. Les salariés ont beaucoup plus d'avantages, mais il y a encore des inconvénients qui effectivement sont notables et sont observables sur les moyens, la surveillance, effectivement, où chez nous, par exemple, elle n'est pas vraiment déclarée, elle est insidieuse. Donc, ça crée des RPS, tout simplement, parce que les managers, des fois, ne déclarent pas. Parce que vous posiez la question tout à l'heure, Jonas, est-ce qu'ils déclarent chez nous, si les représentants du personnel ne relèvent pas les cas, la direction laisse des méthodes d'écoute insidieuses ou de caméra ou de surveillance avec des outils de VPN, etc. Donc, sur ce constat-là, on est d'accord. Après, effectivement, l'augmentation à tout craint de la digitalisation et des multicanals, des bots, qui sont en train de développer des fonds en interne chez les gros acteurs comme Téléperformance et d'autres. Donc maintenant, les acteurs vendent aussi des solutions propres, dédiées. Ils ne font plus appel à des prestataires pour pouvoir proposer d'être multicanal et au détriment du coup effectivement des conseillers. Nous, on travaille aussi parce que mon entreprise venait du groupe Free. En fait, à l'époque, on a été racheté par Comdata en 2018, on est du groupe Iliad. Et ce qu'a fait, du coup, c'est ce Free, c'est cet acteur, c'est qu'il a diversifié ses moyens de communication par du WhatsApp Pro et par un système, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois, Philippe, de centre intermédiaire entre le lieu de travail et le lieu du domicile. Ce qu'on appelle chez nous dans le jargon du CAD, des centres d'appel virtuels ou des centres de passage. En fait, ils ont créé Free Proxy. C'est simplement le fait qu'un agent, il est également conseiller, entrant et sortant. Il est technicien pour intervenir sur les Freebox et il fait aussi de l'intervention multicanal sur WhatsApp. Et en fait, la mutation, moi, ce que je vois, c'est que vous avez maintenant des agents qui ne sont plus que des simples téléconseillers. Je pense que Guy connaît aussi le système de mutualisation. On appelle des conseillers des fois à faire plusieurs opérations, plusieurs clients en même temps ou plusieurs tâches annexes, on va dire, sur le même cœur de métier. Mais là, on commence à voir que maintenant, on considère qu'un conseiller, pour le prix qu'il est payé en France,
il doit savoir tout faire en entrant, en sortant, limite en back-office et en intervention limite physique chez le client final. Donc, cette mutation, nous, on la voit. Et effectivement, on voit aussi que maintenant, les gros groupes de notre secteur n'ont plus de difficulté à proposer dès l'appel d'offres, quand ils répondent à un appel d'offres, de proposer immédiatement la France, si possible, le Inshore 1, si possible, et par la suite, Madagascar, l'île Maurice, comme vous l'avez dit. Et sur l'année 2023, on a vu une accélération. Nous, on a perdu 60% du chiffre d'affaires en France métropolitaine au bénéfice du coup de l'offshore 3. Et cette tendance, du coup, Faisal l'avait analysée. Et aujourd'hui, voilà, la question que je voulais poser une fois que j'ai apporté mon témoignage, ce que j'ai écrit dans le chat, c'est qu'on est en train de négocier un accord d'intéressement. Et comme vous le disiez à juste titre, le chiffre d'affaires est généré principalement en offshore. La difficulté, elle est que c'est l'entreprise qui décide du périmètre de la négociation de l'intéressement et qu'aujourd'hui, nous, on considère un débat franco-français qu'on a contribué à cette richesse-là, qui n'est pas de notre ressort si le groupe décide d'offshoriser une partie de l'activité qui était chez nous il y a encore peut-être des fois 2 semaines et qu'elle souhaite baser l'intéressement sur les résultats français, mais qui, comme le disait Guy, au niveau de l'EBITDA et du contribution margin, sont effectivement pas exceptionnels parce que les coûts de structure sont bien évidemment plus importants qu'ailleurs. Et du coup, on commence à se rendre compte que dans les prochaines années, s'il y a une massification de l'offshoreisation plus une diversification des canaux automatisés, on va se retrouver avec des marges de manœuvre NAO ou d'intéressement qui vont s'amenuiser. Et du coup, ça pose question sur effectivement la capacité des représentants du personnel, organisations CSE et des experts qui l'accompagnent à faire des contre-propositions et à amener et à enjoindre l'employeur à garder des emplois en France, comme certains acteurs comme EDF ou LG qui font encore comme comme marqueur différenciant le fait que tous leurs emplois sont localisés en France. Mais effectivement, c'est de moins en moins quelque chose qui est d'actualité. Voilà un peu pour pouvoir clôturer mon intervention. Sur la question de la participation, est-ce que toi, Philippe, tu as déjà été confronté au problème ou est-ce que ça n'a jamais été le cas? Parce que ce qui est délicat, c'est que c'est quelque chose qui est facile à piloter juridiquement pour l'entreprise en termes de périmètre. Donc, je ne sais pas si Philippe, Oui, mais moi, je crois que c'est une vraie question, effectivement, hein, enfin, de cette difficulté de comment on intègre en fait les résultats de l'ensemble, sachant que on voit que les marges sur toutes les activités offshore sont nettement supérieures à celles du territoire national et de comment les salariés puissent bénéficier de l'ensemble et qu'il n'y ait pas cette double peine, à la fois la concurrence de pays à bas coût qui fait que ça tire les salaires vers le bas, là où sont les marges hein, mécaniquement, même si les tarifs sont plus bas en offshore, on voit que les marges sont plus élevées. Et donc, c'est la problématique, mais qui est une bonne question pour essayer que l'ensemble des salariés puissent bénéficier via participation ou via intéressement, peut-être via l'intéressement en fait, hein, des résultats de l'ensemble et pas uniquement du territoire national. D'ailleurs, après, j'ai vu Benjamin avait aussi posé une question sur cette offshoreisation et notamment des fonctions support, planification, formation. Alors, j'ai d'ailleurs une question sur le sujet parce que je ne sais pas si dans ces cas-là, on parle vraiment d'offshoreisation ou si c'est plutôt les centres de services partagés. C'est-à-dire quand on est sur les services support, et ça existe partout. Quand on parle d'offshore, c'est que le cœur de métier est réalisé ailleurs. Quand on parle de fonctions support, on est plutôt sur des centres de services partagés et ça, on le voit dans toutes les entreprises, c'est-à-dire ça peut être là des fonctions proches de la production, comme ça peut être vraiment des fonctions éloignées hein, de support type la paye, type la compta et qui se font dans d'autres pays à bas coût, notamment par exemple la Pologne est particulièrement investi sur ce sujet-là. Hein. Et là, on retrouve plus une logique générale qui dépasse les centres de contact. À mon avis, c'est un peu différent hein, entre les fonctions support mais ce processus-là, effectivement, il a aussi tendance à s'accentuer. Oui, à notre connaissance, il n'est pas pris en compte dans les chiffres hein, que vous avez vus sur l'offshoreisation, mais en effet, c'est un phénomène qui est en cours. On va prendre la question de Jamila, du coup, qui
qui voulaient Mais je ne déjà sais pas intervenir si tout à vous l'heure. m'entendez, du coup. Est-ce que Oui, vous là m'entendez? c'est bon, on vous entend. D'accord. Oui, alors moi, c'est Jamila, représentante du personnel CSE dans le groupe Majorel, justement, nous sommes rachetés par Téléperformance. Et la grosse crainte qui se pose au niveau des élus, c'est qu'on est dans une politique de en fait, on ne sait rien. C'est vraiment, ils ne veulent pas communiquer aucune information aux représentants du personnel. Et l'impact, nous, pour 2024, en fait, notre crainte, c'est comment se préparer, nous, élus, sachant qu'on est dans une phase de renouvellement des CSE, qui a été une mauvaise expérience pour certains d'entre nous. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres participants, pour avoir connu les premiers mandats électifs. Les CSE qui ont débuté en 2019 ont été chaotiques pour certains représentants du personnel parce qu'on n'a pas su se faire entendre ou s'adapter aux nouvelles prérogatives du CSE. Pour ma part, par exemple, j'ai été à l'époque que déléguée du personnel, donc j'avais plus une connaissance terrain qu'une connaissance économique. Et aujourd'hui, Philippe oui, a parlé de salaire. Donc ça nous interpelle à l'heure où on se fait racheter à hauteur de, pour notre exemple, 3 milliards d'euros. Comment nous négocier sur la phase ENAO une augmentation de salaire pour justement nous fidéliser et ne pas avoir ce contre. Parce que ce n'est pas en parallèle avec ce que vous nous dites, en fait, nous, dans la réalité. Philippe disait que les prix, en termes de primes, augmentaient, donc on avait une différence entre le SMIC et les primes de qualité ou de productivité. Mais en entendant, le chiffre d'affaires en millions, voire en milliards, il augmente dans les différents groupes que vous avez cités. Nous, comment on fait pour s'adapter et porter, ne serait-ce que les revendications de base, une augmentation de salaire pour être à la hauteur de ce qu'on nous demande de faire, parce qu'on est mutualisé, effectivement, et on est multicompétent. Il faut être à la fois apte à prendre les appels, entrants, sortants, le chat, les réseaux sociaux, les modérateurs de contenu. Et ensuite, la toute première question, c'est sur la surveillance. Nous, on a eu la mauvaise expérience d'avoir eu une installation des keyloggers dès qu'on a mis en place le télétravail. Malheureusement, on a dû faire intervenir la CNIL pour supprimer ce système de surveillance. Donc moi, Vous avez mon réussi, interrogation, du coup. c'est Ça a oui, été couronné de succès. oui, Bien. on a réussi, mais Bien. pas par le dialogue. Oui, On a dû passer par la CNIL parce que ça a été non, non, vous dites c'est faux. Vous connaissez la politique des employeurs. Non, non, vous dites n'importe quoi, mais en fait, en direct, quand on est sur notre poste de travail, dès l'instant où on n'est pas dans l'obligation, pour avoir 15 ans d'expérience dans le domaine, on n'est pas tout le temps obligé d'être face à son clavier ou sa souris pour dire de traiter un appel. Donc, il suffisait juste de rester 4 minutes ou 3 minutes dans un argumentaire, ne serait-ce que client conseiller, pour vendre quelque chose ou expliquer une démarche. Automatiquement, nos PC étaient verrouillés. Et en interne, on a su, parce que on a eu la chance d'avoir des élus dans les autres collèges, agents de maîtrise des cadres, pour nous dire attention, c'est bien du flicage, il y a un fichier qui se génère pour vérifier ce que vous faites réellement. Donc malheureusement, c'est la clinique qui est intervenue rapidement, mais ce n'est pas dit avec le télétravail qui va se. Enfin, nous, pour notre cas, Majorel, on était sur un télétravail choisi avec une rotation choisie. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de salariés qui veulent du 100% télétravail pour justement ne pas être confrontés à la réalité du métier pénible. Et on sait que si une fois racheté, ça va être un accord qui va être mis sur la table tout de suite, le télétravail 100%, parce que à la concurrence et les performances, ils prennent un télétravail 100%, pour revenir sur les conclusions de Philippe. Donc nous, comment on fait à partir de... là, on rentre dans la période estivale, mais comment on fait nous à partir de 2024, voire même sur le semestre prochain, pour être à l'attendu en fait de nos mandats, ne serait-ce que nos mandats, parce que le CSE, en toute transparence, ça a été chaotique pour certains élus. Je ne sais pas, je voudrais avoir votre ressenti, vous, les participants, et vous, dans vos analyses, parce que ça devient compliqué en fait.
Oui, en tout cas, moi je comprends bien ce que vous dites, Jamila. Il y a bien cette difficulté. Et d'ailleurs, ce qu'on présente, c'est les nombreux thèmes hein, de vigilance et qui sont vraiment importants, fondamentaux pour les salariés et une difficulté d'être proactif et d'être écouté de la part des directions. Il y a beaucoup de sujets, on les retrouve un petit peu tous, peut-être juste pour préciser, hein, concernant les éléments de rémunération avec les salaires et les primes, j'évoquais pas que les primes augmentaient, hein. Ce que j'évoquais, c'était que l'écart entre le SMIC et la rémunération moyenne des conseillers clients s'expliquait beaucoup plus par les primes que par le salaire de base. Oui, Parce que le salaire de base, il est souvent proche, très proche du SMIC, et encore plus avec l'augmentation du SMIC. d'accord. Donc, et les différences peuvent se faire davantage avec les primes. Et c'est vrai que les primes peuvent être un élément. Alors, il y en a qui réfléchissent parce qu'il y a une vraie difficulté à faire augmenter les salaires de base. On voit que dans la grille, hein, les écarts par rapport aux coefficients sont extrêmement faibles en termes de salaire de base. Et l'enjeu que l'on voit, nous, enfin là où il peut y avoir un peu de marge de manœuvre, c'est au niveau des primes et qui peuvent être justement un peu des primes de fidélité. Alors, et quand on dit fidélité, c'est à la fois ancienneté et à la fois présence, présence dans le temps sans trop d'absence. C'était un des points sur lequel les directions étaient un peu réceptives parce que ça améliorait la présence et la fidélisation des salariés. Et donc voilà, c'était une marge de manœuvre, alors qui n'est sûrement pas la meilleure par rapport au salaire de base, hein, mais qui pouvait être entendue par les directions. Bah, nous, c'est. Alors, en tout cas, dans mon groupe, c'était une forte marge de manœuvre de fidéliser à travers des primes de présentéisme, mais qui est tombée à l'eau parce que malheureusement, je ne sais pas si vous avez eu ces retours-là dans d'autres centres de contact, ils prônent aussi de recruter la génération Z, mais en n'adaptant pas nos méthodes de travail. Qui est un fiasco total parce que la génération Z, c'est pas celle c'est pas c'est pas ce type, enfin, excusez-moi, c'est discriminatoire peut-être ce que je veux dire, mais c'est pas avec cette génération-là qu'on va fidéliser nos emplois et pérenniser notre poste de travail. Parce que cette génération Z, elle s'en fout, moi de par expérience, elle s'en fout de venir travailler un jour par-ci, un jour par-là. Donc elle a plus tendance à être en absence nous, dans nos chiffres et notre analyse, être en absence injustifiée pour X raisons. Il suffit qu'il y ait un beau temps. Bah, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller travailler et j'ai pas, ils vont pas avoir ce réflexe que nous, on a, la génération des années 80-90, 80-75, de dire bah, allez chez le médecin pour un justificatif, ouh là là, j'ai pas été travailler. Donc ça fait que nous, ça nous pénalise en termes de production parce qu'on n'est pas à l'entendu sur les prises d'appel ou les traitements de flux d'appel à faire, que ce soit en appel ou en back-office. Donc, il y a ça aussi qui est en contradiction avec les centres de contact. Et quels que soient les groupes. Tout à l'heure, vous disiez qu'on va aller chercher des gens en fin de carrière, mais ça serait plus des seniors qu'on devrait recruter parce que il y a un respect entre relations de travail employeur qui se fait plus facilement par rapport à l'évolution de notre métier. Parce que dire qu'effectivement, c'est un métier pénible, mais ce n'est pas le métier d'il y a 20 ans. À l'époque, on avait tous le même prénom. Non, j'ai vécu l'expérience et pourtant, je suis en France. Il fallait qu'on s'appelle tous du même nom, prénom pour dire d'être crédible au téléphone alors qu'on était basé en France. Donc, il y a ce problème-là aussi qu'il faut soulever avec le fait qu'on soit, qu'on soit situé partout dans le monde, parce que ça va être le cas bientôt pour tout le monde. Mais il y a ça, et vraiment, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est notre rémunération en tant que telle. Aujourd'hui, multicompétent, vous avez dit coefficient, ben, ça m'interpelle. Aujourd'hui, nos coefficients ne correspondent pas du tout à ce qu'on fait. Et c'est vraiment un sujet qui remonte régulièrement, que ce soit quand on va négocier un accord ou NAO. Donc, à voir. Oui, mais c'est un sujet
qui se retrouve partout, hein, où Oui, oui, et qui explique en fait, qui fait le lien avec le fait que quand vous parlez de génération Z, en fait, je pense que les employeurs aujourd'hui se tournent face vers un jeune public. Alors d'une part, parfois il y a des aides pour les moins de 25 ans, oui. donc ça, ils font la chasse aux aides, hein, clairement. Et puis de l'autre, c'est qu'il y a une difficulté de recrutement, hein, dans ce secteur-là, par rapport à ce qu'on évoquait, des rémunérations faibles et des conditions de travail quand même qui ne sont pas les meilleures. Les deux faisant, eh ben, ils se rabattent un peu sur des jeunes qui veulent bien venir pour se faire quelques mois d'expérience, remplir un peu le CV, avoir un temps de travail qui après peut-être générera du temps de chômage pour faire autre chose, et effectivement pas du tout dans une perspective d'être embauché pour y faire carrière ou une partie de carrière. Donc oui, oui, moi je rejoins complètement votre analyse, c'est ce qu'on on a pu observer, c'est une vraie difficulté, mais en fait il y a une logique d'ensemble. Bien sûr. Et comment sortir de là? C'est assez difficile puisqu'il y a à côté la concurrence des pays à bas coût, des offshore, et effectivement, ça pénalise. Mais c'est une vraie question parce qu'il y a néanmoins des groupes qui souhaitent avoir une présence sur le territoire national, et il y a des réseaux qui se mettent en place avec 100% France, avec des grands acteurs qui se positionnent sur ce marché-là en disant, nous, on prend des conseillers clients du territoire français, et donc, en face, on le fait, mais à quel prix? Et est-ce qu'ils sont prêts à donner un peu plus pour qu'il y ait une rémunération correcte par rapport à ce qui est demandé en conditions de travail et aussi en qualité qui est demandée? Alors, j'ai la difficile tâche de mettre fin au webinaire. Difficile parce que les échanges sont très intéressants et on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions. C'est pour cette raison d'ailleurs que n'hésitez pas à nous contacter. Alors, soit vous allez sur le site Syndex et vous allez dans la rubrique Contact pour nous contacter, soit vous pouvez nous contacter directement via les adresses que vous aurez à la fin en fait, du support qu'on va vous envoyer. Et donc, n'hésitez pas, soit pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre cette fois-ci, et puis même, d'ailleurs, j'y pense notamment pour vous, Jamila, Oui. pour Benjamin. Enfin, n'hésitez pas, on peut parfaitement avoir un échange, si vous voulez, ensemble, enfin, prolonger. Il n'y a absolument aucun problème, ça sera même avec plaisir. D'accord, merci, c'est gentil. Et Alors, donc, faites attention, oui, normalement, vous m'avez vu 2 fois. Une fois sur Zoom, et parce que je n'avais pas réussi à me connecter une première fois, et du coup, je l'ai fait par téléphone, mais j'ai raccroché entre-temps. Faites pas attention, d'accord. vous allez me compter 2 fois certainement. Ok, ok, bah, c'est noté, il n'y a pas de souci. Merci, merci de prévenir. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit au début, mais c'est qu'il y a eu des arrivées en cours de route. Le replay sera disponible. On vous avertira de sa mise en ligne la semaine prochaine, notamment pour vos collègues éventuellement, ou même votre entourage, peu importe qui est-ce que ça peut intéresser. Le prochain webinaire, il a lieu le 5 juin. Il est au sujet des déménagements et des aménagements de postes, enfin, des réorganisations de l'espace de travail. Et voilà tout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux également, où vous aurez toutes nos actualités. Et il est temps pour nous de vous remercier pour votre attention tout du long et vos échanges et vos questions qui étaient très intéressantes. Merci à tous. Merci à tout le monde, au revoir, et puis n'hésitez pas à nous contacter.